Mon amour de jeunesse m'a quitté pour s'amuser à l'université tout en s'attendant à ce que je l'attende. Nous étions ensemble depuis la classe de première. Tout le monde disait que nous étions le couple le plus susceptible de se marier. Nous avions des bagues de promesses assorties, un tableau Pinterest partagé pour notre futur appartement, la totale. Lorsqu'il a été accepté à l'université d'État, je suis restée sur place pour l'école d'infirmière parce que le programme était meilleur. Et honnêtement, je ne voulais pas le suivre partout. 6 mois après le début de sa première année, il m'a appelé sur FaceTime à 2 heures du matin un jeudi. J'entendais de la musique en arrière-plan et des gens rire. Et je dois te parler de quelque chose, a-t-il dit, sans vraiment regarder la caméra. Mon cœur a commencé à s'emballer. D'accord, j'ai beaucoup réfléchi et je dois être honnête avec toi. Il fixait le plafond de son dortoir. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, mais je ne peux pas gérer une relation à distance comme ça. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que nous devrions faire une pause, juste pour le temps de l'université. Puis, après avoir obtenu notre diplôme, nous nous retrouverons et nous ferons tout le truc du mariage. Mais pour l'instant, j'ai besoin de vivre l'expérience de l'université, tu vois? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vivre l'expérience de l'université? Tu veux dire coucher avec d'autres personnes? Il a eu l'audace d'avoir l'air soulagé que j'ai compris. Exactement. Je savais que tu comprendrais. Nous sommes si jeunes et je ne veux pas avoir de regrets plus tard. De cette façon, nous vivons tous les deux un peu, et nous revenons l'un vers l'autre sans aucun ici. Nous vivons tous les deux. Nous vivons tous les deux, ai-je répété. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ce moment? Non, pas spécifiquement. On peut juste faire nos trucs chacun de notre côté. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. L'ai-je coupé? Son expression a changé, devenant plus froide. Tu es dramatique. C'est une décision mature. Nous planifions notre avenir en étant réalistes. Il a ajouté. Écoute, je pensais que tu comprendrais. Je t'appellerai dans quelques semaines quand tu auras eu le temps d'y réfléchir. Puis il a raccroché. Je suis restée assise là, à fixer mon téléphone pendant probablement 20 minutes. Il m'a envoyé un SMS 3 jours plus tard comme si de rien n'était. Il m'a envoyé un mème, m'a demandé comment s'était passé mon examen d'anatomie. Je n'ai pas répondu. 2 ans ont passé. Je me suis jetée à corps perdu dans mes études. J'ai fait mes stages cliniques. J'ai obtenu ma licence d'infirmière. J'ai fréquenté quelques garçons. Rien de sérieux. Puis, pendant ma rotation à l'hôpital, j'ai rencontré Samuel. C'était un interne en chirurgie, grand, confiant, qui avait la tête sur les épaules. Il m'a invité à sortir après que nous ayons travaillé ensemble sur un cas de traumatisme. Il a dit qu'il aimait ma façon de rester calme sous la pression. Nous étions ensemble depuis 8 mois quand mon ex a réapparu le mois dernier. Je rentrais d'un service quand je l'ai vu assis sur les marches de mon appartement. Il portait son vieux blouson d'étudiant, celui qu'il portait lors de notre premier rendez-vous. Il s'est levé en me voyant. Et, a-t-il dit, souriant comme avant, surprise. Je me suis arrêtée de marcher. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été diplômée, je suis revenue à la maison, j'ai un job au cabinet de mon père. Il a fait un pas vers moi. J'ai fait mon truc, j'ai eu mes expériences, et maintenant je suis prêt. Prêt pour quoi? Pour nous. Pour de vrai cette fois. Je l'ai regardé fixement. C'est génial, ai-je dit lentement. Je suis en fait fiancée. Le sourire a disparu de son visage. Je suis fiancée. Je me marie dans 6 mois. À qui? Sa voix a craqué un peu. Il s'appelle Samuel. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. C'est un chirurgien. Il a commencé à bégayer. Mais attends, tu étais censé. Nous étions censés finir ensemble. C'était le plan. Je pensais que tu attendrais. J'ai sorti mes clés de mon sac. Tu as dit que tu ne voulais pas limiter tes options. Moi non plus. Les miennes se sont juste avérées être meilleures. Tu vas vraiment jeter tout ce qu'on avait?
Tu l'as jeté il y a 2 ans quand tu m'as traité de dramatique parce que je voulais que tu sois fidèle. Ce n'est pas. Je protégeais notre avenir. Non, ai-je dit, passant devant lui pour rejoindre ma porte. Tu protégeais ta liberté de coucher ailleurs, et maintenant tu es vexé que j'ai tourné la page. Il m'a attrapé le bras, et je pouvais le sentir trembler. J'ai eu des pensées, de mauvaises pensées, l'envie de me faire du mal. Ma poitrine s'est serrée. J'ai vu l'annonce de tes fiançailles et quelque chose dans mon cerveau s'est brisé. J'ai senti ma formation d'infirmière prendre le dessus. En as-tu parlé à quelqu'un? J'en ai parlé à ma thérapeute hier. Elle a dit que je devais te le dire parce qu'une partie de mon cerveau pense que si tu sais à quel point je vais mal, tu me sauveras. Il pleurait. Mais je sais que ce n'est pas juste. Je sais que c'est manipulateur. C'est pour ça que je te dis la vérité. Je suis venue ici pour te dire au revoir, mais en espérant aussi que tu m'arrêtes. Il a reculé vers sa voiture. Je me fais hospitaliser en psychiatrie ce soir. Je voulais juste que tu saches que ce n'est pas ta faute. Il est monté dans sa voiture. J'ai vu un sac de sport sur le siège passager, déjà prêt. Il a démarré le moteur. Je me suis avancée vers la voiture. Attends! Il a passé la marche arrière. J'ai couru en avant et j'ai saisi la poignée de la porte. Il m'a regardé à travers la vitre et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Le sac de sport sur son siège passager n'était pas rempli de vêtements. C'était de la corde, un flacon de pilules et des copies imprimées de mes photos de fiançailles avec des croix rouges dessinées sur le visage de Samuel. Ma main était toujours sur la poignée et je ne pouvais pas lâcher. Mon cerveau me hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais mes instincts d'infirmière étaient plus forts. Il me regardait à travers la vitre et son expression n'était pas du désespoir. C'était de l'attente, comme s'il attendait que je fasse exactement ce que je faisais. J'ai sorti mon téléphone de ma main libre et j'ai composé le numéro d'urgence. Ma voix est sortie plus assurée que je ne me sentais. Je suis avec quelqu'un qui menace de se suicider. Il a les moyens de le faire. J'ai besoin d'aide. La voix de l'opératrice était calme et professionnelle. Restez en ligne avec moi. Pouvez-vous me dire où vous êtes? Je leur ai donné mon adresse, le nom de ma résidence, le numéro de la place de parking. Pendant tout ce temps, il est resté assis là, sur le siège conducteur, à m'observer à travers la vitre, ne pleurant plus, ne paniquant plus, juste m'observant avec cette expression de calme étrange sur le visage. L'opératrice m'a expliqué quoi dire, comment le garder calme, comment rester en sécurité. J'ai frappé à la vitre avec ma phalange. J'ai appelé à l'aide. Ils envoient quelqu'un. S'il te plaît, attends avec moi, d'accord? Attends juste. Il a baissé la vitre d'un pouce. Tu tiens vraiment encore à moi. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule, pas de la gratitude, pas de la surprise, juste de la satisfaction, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'il savait déjà, mais j'ai continué à parler. Je l'ai gardé là, en suivant les instructions de l'opératrice. Elle est restée en ligne jusqu'à ce que j'entende les sirènes au loin. Quand l'ambulance est arrivée sur le parking, 2 ambulances sont sortis, ainsi qu'un officier de police. Je me suis reculée de la voiture et j'ai expliqué ce que j'avais vu. Le sac de sport, les objets à l'intérieur, ses déclarations sur le fait de se faire du mal. Les ambulanciers ont regardé à l'intérieur de sa voiture. L'un d'eux a sorti le sac de sport et l'a ouvert avec précaution. J'ai vu leur visage changer en voyant la corde, le flacon de pilules, les photos. Ils ont commencé à lui parler d'une voix basse et calme pour l'emmener aux urgences psychiatriques pour une évaluation. Il était coopératif, acquiesçait, répondait à leurs questions. Il m'a regardé une fois pendant qu'il parlait. « Je vais vous suivre jusque-là », me suis-je entendu dire. Juste pour m'assurer que tu sois bien admis. L'opératrice m'avait dit de ne pas laisser seule une personne en crise si je pouvais l'aider, et malgré tout ce qui criait dans mes tripes que quelque chose n'allait pas, je ne pouvais pas simplement partir. Alors je suis montée dans ma voiture et j'ai suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital,
mes mains tremblant sur le volant pendant tout le trajet. Aux urgences psychiatriques, je me suis assise dans la salle d'attente pendant qu'il faisait son évaluation d'admission. À travers la fenêtre, je pouvais voir sa voiture sur le parking où les ambulanciers l'avaient garée. Le sac de sport était toujours sur son siège passager, bien en vue. Il était venu ici avec. Il était venu à une crise suicidaire, avec son prétendu kit de suicide juste là, visible pour n'importe qui. Quand l'infirmière d'admission est sortie pour me poser des questions sur ce dont j'avais été témoin, je l'ai mentionné. Le sac est toujours dans sa voiture. S'il prévoyait vraiment de... Je veux dire, ne l'aurait-il pas pris avec lui ou caché quelque part? Ça semble juste bizarre qu'il soit resté là, à la vue de tous. Elle m'a regardé pendant un long moment, son expression illisible. Puis elle a hoché la tête et est retournée à l'intérieur. J'ai entendu sa voix à travers la porte, étouffée mais assez claire, calme, pas tremblante du tout. Je revenais en fait de thérapie quand l'impulsion m'a pris. Ma thérapeute peut le confirmer. J'ai vu le docteur Patricia Reeves juste avant que cela n'arrive. Le sac était pour la salle de sport. J'ai juste pris ce qui était à portée de main quand les pensées sont devenues mauvaises. Je ne réfléchissais pas clairement. L'infirmière est revenue quelques minutes plus tard. Il nous a donné les coordonnées de sa thérapeute. Nous allons le garder pour une observation de 72 heures. Protocole standard. J'ai hoché la tête et je suis partie, mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je ne cessais de rejouer le moment où il m'avait montré le sac à travers la vitre. La corde avait été enroulée parfaitement, comme si elle était disposée pour être exposée. Le flacon de pilule était tourné côté étiquette pour qu'on puisse le lire clairement. Mes photos de fiançailles étaient juste au-dessus, les croix rouges visibles dès le premier regard. C'était trop parfait, trop mis en scène, comme un accessoire de film, pas une vraie crise. À 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai pris mon ordinateur portable. J'ai cherché le nom de la thérapeute qui l'avait mentionné. Dr Patricia Reeves. Aucun résultat. J'ai essayé d'ajouter le nom de la ville. Rien. J'ai essayé différentes orthographes. Toujours rien. Il avait donné à l'infirmière un numéro de téléphone pour vérification. J'ai repris mon journal d'appel de quand j'avais parlé à la ligne d'urgence et j'ai vu que j'avais enregistré le numéro de la police. Non urgence. J'ai appelé. J'ai besoin de vérifier les coordonnées d'un thérapeute. Y a-t-il un moyen de savoir si un numéro est légitime? La répartitrice a été patiente. Elle m'a fait essayer le numéro. Ligne déconnectée. Mes mains ont recommencé à trembler, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était de la colère. J'ai attrapé mes clés. Son appartement était à 20 minutes. Je n'avais jamais rendu le double des clés qu'il m'avait données en 2e année. Il était toujours sur mon trousseau, enterré sous ma clé de voiture et ma clé d'appartement. J'avais honnêtement oublié qu'il était là jusqu'à maintenant. Le soleil commençait tout juste à se lever quand je me suis garée devant son immeuble. Je suis restée assise 1 minute à me dire que c'était de la folie, que je violais sa vie privée, que je devrais juste rentrer chez moi et laisser l'hôpital gérer ça. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose de très très grave se passait. J'ai utilisé la clé. Son appartement était exactement comme je m'en souvenais d'il y a 2 ans. Même canapé marron, même table basse, même posté de son groupe préféré au-dessus de la télé. Tout était figé dans le temps comme s'il avait attendu quelque chose. Mais la porte de sa chambre était fermée. J'ai marché dans le court couloir et je l'ai ouverte. Tout le mur en face de son lit était couvert de photos. Des photos de moi traversant le parking de l'hôpital en blouse, mon badge visible, moi prenant un café près du campus, riant de quelque chose sur mon téléphone, moi marchant avec Samuel en ville, son bras sur mes épaules, moi sortant de mon immeuble avec des sacs de courses, moi à la station-service. Certaines avaient été prises de loin avec un zoom, granuleuses et pixelisées, d'autres étaient assez proches pour que je puisse voir l'expression de mon visage, les détails de mes vêtements. Je me suis approchée, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Elles étaient datées.
Des dates imprimées dans le coin comme sur les vieilles photos. Les plus anciennes dataient de 6 mois auparavant. 6 mois avant qu'il ne se présente chez moi. 6 mois à m'espionner. Son ordinateur portable était ouvert sur son bureau. L'écran était noir, mais quand j'ai touché le pavé tactile, il s'est allumé immédiatement. Il n'avait même pas fermé sa session. Un dossier était ouvert sur le bureau, Notre avenir, en majuscules. À l'intérieur se trouvaient des centaines de fichiers, des captures d'écran de mes publications Instagram remontant à des mois, mes mises à jour Facebook, mon profil LinkedIn avec toutes mes informations professionnelles, des sites de planification de mariage avec certains lieux mis en favori des lieux que j'avais moi-même consultés, des tableaux Pinterest, pas notre vieux tableau partagé du lycée, mais mon nouveau tableau privé que j'avais fait avec Samuel. Comment avait-il accès à mon Pinterest privé et un document intitulé Chronologie pour réparer ça? Je l'ai cliqué. Ma vision s'est brouillée pendant une seconde quand j'ai commencé à lire. Phase 1. Rétablir le contact par l'inquiétude. Se présenter sans prévenir. Porter le blouson d'étudiant. Elle a toujours adoré ce blouson. Rendre cela nostalgique. Mentionner le job chez papa pour montrer de la stabilité. Quand elle mentionne les fiançailles, paraître surpris mais pas en colère. Elle a besoin de voir que j'ai mûri. Coché. Il y a 2 semaines. Terminé. Phase 2. Créer une crise qui nécessite son implication. Utiliser sa formation d'infirmière contre elle. Elle ne pourra pas tourner le dos à quelqu'un en danger. Mentionner la thérapeute pour montrer que je me fais déjà aider. S'assurer qu'elle voit le sac. S'assurer qu'elle appelle à l'aide. Elle doit avoir l'impression de m'avoir sauvée. Cela nous lie à nouveau. Coché. Il y a 2 jours. Terminé. Phase 3. Démontrer une progression en thérapie. Donner un faux nom de thérapeute. Patricia Rive semble digne de confiance. Ils ne vérifieront pas avant lundi, et d'ici là je serai sortie. L'histoire sera en place. Elle pensera que je reçois de l'aide réelle. Elle se sentira investie dans mon rétablissement, dans mon progrès. Pas encore coché. Phase 4. Lui rappeler notre histoire. Commencer doucement. Petit SMS sur des souvenirs. Blagues privées que nous seuls comprenons. Paroles de nos chansons. Lui faire regretter ce que nous avions avant Samuel. Non commencé. J'ai fait défiler vers le bas, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. Phase 5. Elle réalise son erreur. Preuves externes que Samuel ne lui convient pas. Peut être qu'il travaille trop. Peut être qu'il ne la comprend pas comme moi. S'émère des graines de doute. Phase 6. Lui montrer que j'ai changé. Nouveau job, nouvel appartement, nouveau loisir. Démontrer que je suis la personne qu'elle a toujours voulu que je sois. Phase 7. Lui rappeler que Samuel ne la connaît pas comme moi. Référence à des moments intimes. Des choses que moi seule pourrais me rappeler. Des blagues qui datent d'avant lui. Phase 8. Une pression externe force des décisions hâtives qui mènent au regret. S'ils précipitent le mariage à cause de moi, cela prouve qu'ils ne sont pas sereins. L'insécurité mène aux erreurs. Les erreurs mènent au divorce. J'ai continué à faire défiler, me sentant de plus en plus mal. Phase 14. Elle rompt ses fiançailles. Je ne la pousse pas vers moi. Je soutiens juste son choix. Être patient. Phase 15. Mariage, le nôtre, petite cérémonie, juste la famille. Elle voudra faire simple après le stress d'avoir failli épouser la mauvaise personne. Fin d'été, lieu en extérieur. Elle a toujours voulu en extérieur. En dessous, il y avait une autre ligne, non numérotée. Si la chronologie échoue à n'importe quel moment, revenir à la phase 2. La crise crée la connexion. La connexion crée l'opportunité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos avec des mains tremblantes. Le mur de photos d'abord. J'en ai pris des dizaines, sous tous les angles. L'écran de l'ordinateur avec la chronologie visible. Chaque phase individuellement pour pouvoir les relire plus tard. Puis j'ai zoomé sur certaines des photos sur son mur, essayant de comprendre d'où elles avaient été prises.
C'est là que je l'ai vue. Les photos de moi quittant mon appartement, marchant vers ma voiture, relevant mon courrier. Elles n'avaient pas été prises depuis le parking ou la rue. L'angle était totalement faux. Trop haut, trop direct. J'ai zoomé davantage sur une photo où j'ouvrais la porte de mon appartement. L'angle provenait de l'autre côté du couloir, de la fenêtre de la cage d'escalier. Il avait été à l'intérieur de mon immeuble, pas seulement à surveiller de l'extérieur. À l'intérieur, debout dans la cage d'escalier, directement en face de ma porte, prenant des photos à travers la fenêtre. Combien de fois, combien de jours était-il resté là sans que je n'en sache rien? J'ai fait tomber mon téléphone. Il a claqué sur son bureau et le bruit m'a ramené à la réalité. J'étais dans son appartement, seule. Il était à l'hôpital, mais ils avaient dit 72 heures et cela faisait déjà presque 12 heures. Et s'il le laissait sortir plus tôt? S'il revenait et me trouvait ici? J'ai attrapé mon téléphone, vérifié que les photos étaient enregistrées et j'ai couru. J'ai verrouillé la porte de son appartement derrière moi, mais je ne me souviens même pas avoir descendu les escaliers ou traversé le parking. Je me souviens juste d'être assise dans mon siège conducteur, cherchant mon souffle, tout mon corps tremblant comme si on m'avait plongé dans de l'eau glacée. Je devais le voir, le confronter, l'obliger à expliquer ce que tout cela signifiait. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, me fichant complètement de porter encore mes vêtements de la veille et d'avoir probablement l'air folle. L'infirmière d'admission de la nuit dernière n'était plus là, remplacée par une nouvelle qui avait l'air fatiguée. Je cherche quelqu'un qui a été admis hier soir pour des idées suicidaires, ai-je dit. C'est moi qui l'ai amené. Elle a vérifié son ordinateur. Il a été libéré ce matin. Quoi? Vous aviez dit 72 heures? C'est à la discrétion du médecin selon l'évaluation. Il répondait très bien au traitement, très coopératif, calme, aucun signe d'idée suicidaire active ce matin. Nous ne pouvons pas garder les gens qui ne répondent pas aux critères d'une hospitalisation involontaire. Moins de 48 heures. Il était resté là moins de 48 heures. Je suis retournée à ma voiture, me sentant anesthésiée. Mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai répondu. Et il avait l'air joyeux, presque énergique, comme s'il venait de faire la meilleure nuit de sommeil de sa vie. J'espérais que tu appellerais. Enfin, c'est moi qui t'ai appelé, mais tu vois ce que je veux dire. Où est-ce? Je viens de rentrer. En fait, ils m'ont libérée ce matin. Je me sens tellement mieux. Je pense que cette crise a été un vrai tournant pour moi, tu sais, comme si j'avais eu besoin de toucher le fond pour commencer à remonter. Il a fait une pause et je pouvais l'entendre sourire à travers le téléphone. Je pensais que nous pourrions nous voir, parler de la suite pour nous. Ma gorge était si serrée que je pouvais à peine parler. De la suite pour nous? Ouais, je veux dire, tu m'as sauvé l'autre soir. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas fini. N'est-ce pas? Tu n'aurais pas suivi l'ambulance si tu ne tenais pas encore à moi. J'ai fermé les yeux pour parler. Ma voix était totalement plate. J'étais à ton appartement. Le silence de l'autre côté a été total. Pas même un bruit de respiration. J'ai toujours la clé. Je suis entrée. J'ai vu les photos. Toutes. Absolument toutes celles des 6 derniers mois. J'ai vu ton ordinateur. J'ai lu ta chronologie. Chaque phase. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire embarrassé. Un rire sincère et amusé comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Tu as toujours ta clé, a-t-il dit, et sa voix était chaleureuse, affectueuse. Tu es venu me chercher. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu vois, tu n'as pas tourné la page non plus. Tu es tout aussi investi que moi. Je t'appelle pour te dire de rester loin de moi. Non, tu ne le feras pas, a-t-il dit avec une telle assurance. Tu ne le feras pas parce que tu es curieuse maintenant. Tu veux savoir ce qu'est la phase 6? Tu veux savoir ce qui se passe après? Tu es fou. Je suis déterminée. Il y a une différence.
Tu aimais à quel point j'étais déterminée. Tu te souviens comme je n'abandonnais jamais rien? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois en essayant de bloquer son numéro. Mais cela n'a pas servi à rien. Les SMS ont commencé l'après-midi même, des numéros différents toutes les quelques heures. Phase 6. Lui montrer que j'ai changé. Juste ça, rien d'autre. 3 heures plus tard, numéro différent. Phase 7. Lui rappeler que Samuel ne la connaît pas comme moi. Encore 3 heures. Phase 8. Une pression externe force des décisions hâtives qui mènent au regret. Il me lisait sa propre chronologie, l'envoyant morceau par morceau comme s'il racontait une histoire. J'ai enregistré chaque message, mais je n'ai pas répondu. Je savais que c'était ce qu'il voulait. N'importe quelle réponse, même lui dire d'arrêter, serait une interaction. Une preuve que je prêtais attention à son histoire. Au 3e jour, j'avais 12 numéros bloqués et 17 messages. Les messages arrivaient plus vite maintenant, toutes les 2 heures au lieu de 3. Phase 9. Elle commence à douter de son choix. Phase 10. Elle fait le premier pas. Samuel a remarqué que je ne dormais pas. Je restais éveillée tard, fixant mon téléphone, sursautant chaque fois qu'il vibrait. J'avais des cernes sous les yeux et j'avais pris 2 congés maladie. Quand il m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai tout montré. Les photos que j'avais prises dans l'appartement, le mur de photos de surveillance, le document de la chronologie avec les 15 phases, les SMS qui continuaient d'arriver de nouveaux numéros. Il est devenu livide. Il a dû s'asseoir. Nous devons aller à la police, a-t-il dit. Tout de suite. C'est du harcèlement. Et leur dire quoi? Que mon ex a pris des photos de moi dans des lieux publics? Qu'il a un document bizarre sur son ordinateur personnel? Qu'il m'envoie des SMS qui ne sont techniquement pas des menaces? J'ai montré l'un des messages. Regarde ça. Phase 6, lui montrer que j'ai changé. Ce n'est pas une menace. Ce n'est même pas spécifiquement sur moi. Il a des photos de toi sur son mur dans son appartement privé où tu es entré par effraction. J'ai utilisé une clé que je n'étais pas censée garder. Tout ce que j'ai trouvé là, bas serait irrecevable et je serais probablement inculpée pour violation de domicile. Samuel a passé ses mains dans ses cheveux. Alors quoi? On le laisse juste continuer? Il ne s'est pas présenté à mon travail. Il n'est pas venu à mon appartement. Il ne m'a menacé, ni moi, ni toi. Il reste juste à la limite légale du harcèlement et il le sait. Il est intelligent. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis Samuel a dit doucement: « Et si on avançait le mariage? Si on le faisait le mois prochain au lieu d'attendre l'été? On va juste à la mairie, on rend ça officiel, et alors il devra accepter que c'est fini. » Je l'ai regardé fixement. Phase 8, ai-je dit. Une pression externe force des décisions hâtives qui mènent au regret. Quoi? C'est exactement ce sur quoi il compte. Il a prédit cette réponse exacte. Il savait que s'il poussait assez fort, nous nous précipiterions dans quelque chose. Et la précipitation mène aux erreurs. Les erreurs mènent au regret. Le regret mène. Je me suis interrompue, me sentant mal. Mon téléphone a vibré dans ma main. Nouveau numéro. Phase 9. Elle commence à douter de son choix. Je l'ai montré à Samuel. Sa mâchoire était si serrée que je voyais ses muscles tressaillir. C'est de la folie. Je sais. Nous ne pouvons pas le laisser nous manipuler comme ça. Je sais, ai-je répété. Mais c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on réagisse. Chaque réaction prouve que je pense encore à lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Numéro inconnu, mais indicatif local. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Bonjour. Est-ce bien toi? La voix de la femme était tremblante. C'est Linda, sa mère. Je me suis redressée. Oui, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Est-ce qu'on peut se voir? C'est urgent.
C'est à propos de lui. Samuel secouait la tête vigoureusement, murmurant « Non, ne fais pas ça ». Mais j'acceptais déjà de la rencontrer le lendemain matin dans un café près de chez moi. Elle attendait dans le coin du fond quand je suis arrivée, et elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré pendant des jours. Elle serrait sa tasse de café si fort que ses phalanges étaient blanches. « Merci d'être venue », a-t-elle dit quand je me suis assise en face d'elle. « Je n'étais pas sûre que tu le ferais. Je ne t'en voudrais pas. De quoi vouliez-vous me parler ?» Elle a fouillé dans son sac et a sorti un carnet. Bleu marine, à spirale. Après qu'il soit revenu à la maison le mois dernier, quelque chose semblait ne pas aller. Sa voix tremblait. Il était trop heureux, trop calme, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Alors, j'ai fouillé dans sa chambre. Elle m'a regardée. Je sais que je n'aurais pas dû. Il a 24 ans. C'est un adulte. Mais je devais savoir. Elle a poussé le carnet sur la table vers moi. J'ai trouvé des boîtes entières de carnets comme celui-là dans son placard, remontant à 2 ans. Je l'ai ouvert avec précaution. La première page était datée de 3 mois après notre rupture. L'entrée était écrite comme un journal intime. Une écriture soignée, des phrases complètes. Aujourd'hui, nous avons pris un café à notre endroit habituel. Elle a commandé son latte vanille avec un supplément de mousse, comme toujours. Elle a ri à ma blague sur la moustache du barista. Et je me suis rappelé à nouveau pourquoi je suis tombée amoureux d'elle. Je lui ai parlé de mon examen final d'économie, et elle m'a aidé à étudier, en faisant des fiches comme elle le fait toujours. Un couple de hasard a essayé de s'asseoir à notre table, mais elle leur a dit que c'était pris. Elle protège toujours notre espace, notre temps ensemble. J'ai levé les yeux vers sa mère. Nous n'avons pas pris de café. Nous étions séparés. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Je sais. Sa voix s'est brisée. Continue de lire. J'ai feuilleté les pages, mes mains commençant à trembler, entrée après entrée, décrivant des rendez-vous que nous n'avions jamais eus, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu, des soirées cinéma et des sessions d'études et des promenades dans le parc. On a regardé notre série ce soir. Elle s'est endormie sur mon épaule pendant le 3e épisode. Ses cheveux sentent la noix de coco. Je l'ai aidée à choisir sa blouse de stage. Elle avait l'air si professionnelle, si fière d'elle. Elle m'a apporté de la soupe quand j'avais la grippe. Faite maison, comme sa mère l'a fait. Elle a pris soin de moi toute la journée. Tout n'était que fiction. Un fantasme complet, mais écrit au passé, comme des souvenirs, comme des choses qui s'étaient réellement passées. Il vit dans un fantasme complet, a chuchoté sa mère. Depuis 2 ans, dans son esprit, vous deux ne vous êtes jamais séparés. Tout ce qui s'est passé après ce coup de téléphone, ta vie, ta carrière d'infirmière, Samuel, les fiançailles, ce n'est qu'une sorte d'obstacle temporaire qu'il doit réparer. J'ai eu froid partout. Elle a sorti un autre carnet, celui-ci plus récent. Celui-là date du mois dernier, il y a exactement 3 semaines. J'ai ouvert à une page qu'elle avait marquée. J'ai vu l'annonce de ses fiançailles aujourd'hui sur Facebook. La phase 1 commence demain. Elle pense qu'elle est heureuse, mais elle ne sait plus ce qu'est le bonheur. Cet homme ne la connaît pas. Il ne sait pas qu'elle déteste quand les gens sont en retard, ou qu'elle trie les guimauves dans les céréales, ou qu'elle pleure devant les films avec des chiens. Je vais lui rappeler qui elle est vraiment. Je vais la sauver de cette erreur comme elle m'a sauvée ce soir de la mienne. Il avait écrit sur sa fausse crise de suicide avant même qu'elle n'ait lieu. Au passé, comme s'il se souvenait de quelque chose qui s'était déjà produit avec succès, c'est daté d'il y a 3 semaines, ai-je dit lentement, mais la crise a eu lieu il y a 2 jours. Je sais. Sa mère pleurait maintenant. Il avait déjà tout prévu. Chaque détail, le nom de la thérapeute, le sac de sport, le fait de se pointer chez toi avec ce blouson. Il a tout écrit comme si c'était un souvenir avant que ça n'arrive. J'ai parcouru d'autres pages, me sentant de plus en plus mal à chaque ligne. Il avait décrit ma réaction en voyant la bague de fiançailles, comment je passerais par le choc, puis le déni, puis finalement l'acceptation.
Il avait écrit la conversation que nous aurions à l'hôpital, prédit ce que je dirais. Pas tout à fait exact, mais assez proche pour que ce soit terrifiant. Il y en a plus, a dit sa mère doucement. Elle a sorti un autre carnet. Celui-là date d'il y a 6 mois, quand il a commencé à te suivre. J'ai ouvert. Je l'ai vue à l'hôpital aujourd'hui. Elle ne m'a pas remarqué. Elle portait la blouse bleue, celle qui fait ressortir ses yeux. Elle est magnifique, elle l'a toujours été. Bientôt elle se souviendra. Bientôt elle verra que tout cela était une erreur et nous réparerons ça ensemble. Des pages et des pages. Décrivant où j'allais, ce que je portais, à qui je parlais. Des observations cliniques, comme un scientifique étudiant un sujet. Il n'essaie pas de te reconquérir, a dit sa mère, et sa voix était creuse, vide. Il croit sincèrement que tu n'es jamais parti, que vous êtes toujours ensemble et que tu as juste été temporairement confuse. Tout ce qu'il fait, la chronologie, les photos, tout. Il pense qu'il répare une erreur, pas qu'il recommence à zéro. Il pense que tu es toujours sa petite amie et qu'une partie de toi a juste besoin de s'en souvenir. J'ai repensé à la chronologie sur son ordinateur, 15 phases soigneusement planifiées menant à notre mariage. Samuel n'est pas son rival, ai-je dit doucement. Dans son esprit, Samuel est juste un obstacle, un problème temporaire qui disparaîtra naturellement quand l'histoire atteindra sa fin correcte. Sa mère a hoché la tête. J'ai essayé de lui parler pour qu'il reçoive de l'aide réelle, pas cette fausse thérapie qu'il prétend suivre, mais il a dit qu'il avait déjà une thérapeute et qu'il gérait tout, et que c'est moi qui devrais arrêter de m'inquiéter. Elle a saisi ma main par-dessus la table. S'il te plaît, fais attention. Je ne pense pas qu'il te ferait du mal. Je ne le pense vraiment pas. Mais je ne pense pas non plus qu'il vive dans la réalité. Et je ne sais pas ce qui se passe. Quand la réalité finit par s'imposer, je suis rentrée chez moi dans un état second. Samuel m'attendait. J'ai tout raconté ce que sa mère m'avait dit. Je lui ai montré les photos des carnets. 2 ans, ai-je dit. Il vit dans un monde imaginaire depuis 2 ans où nous n'avons jamais rompu. Nous sommes restés là sur mon canapé en silence pendant un long moment. Puis j'ai pris une décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai téléchargé une de ces applications qui donnent des numéros temporaires. J'en ai créé un nouveau qui ne pourrait pas être tracé jusqu'à mon vrai numéro. Je lui ai envoyé un SMS. Tu as raison. Nous devons parler. Retrouve-moi à notre ancien endroit demain à Vingt. Notre ancien endroit, le banc du parc au bord du lac, où nous allions après les cours, là où il m'avait dit pour la première fois qu'il m'aimait. La réponse est arrivée en moins de 30 secondes. Je savais que tu te souviendrais. Phase 10. Elle fait le premier pas. On y est presque, mon cœur. On est si proche de tout réparer. J'ai pris une capture d'écran. Mes mains étaient parfaitement stables maintenant. Samuel m'a regardé. Qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ça. À mes conditions. Le lendemain m'a semblé durer une éternité. Je suis allée travailler, j'ai fait mon service, je suis rentrée. Routine normale, mais mon cœur battait à 100 à l'heure tout le temps. Ce soir-là, Samuel et moi ne sommes pas allés au parc. Au lieu de cela, nous avons installé mon ordinateur dans mon salon, positionné de façon à ce que la fenêtre soit visible en arrière-plan. J'ai enregistré une vidéo. Samuel s'est assis à côté de moi dans le cadre, sa main tenant la mienne pour qu'elle soit clairement visible. La bague de fiançailles brillait sous la lampe. J'ai regardé directement l'objectif de la caméra. Je sais que tu es au parc en ce moment, à m'attendre. Je ne viens pas. Je ne viendrai jamais. Alors, j'ai besoin que tu entendes ça et que tu le comprennes vraiment. J'ai pris une inspiration. Il n'y a pas de phase. Dis, il n'y a pas de phase 15. Il n'y a pas de chronologie et il n'y a pas de nous. Il n'y a plus de nous depuis 2 ans. Je ne t'aime pas. Je ne pense pas à toi. Tu ne me manques pas. Tu n'es pas le personnage principal de mon histoire. Tu n'es plus du tout dans mon histoire. Ce fantasme que tu as construit,
Toute cette réalité alternative où nous n'avons jamais rompu, ce n'est pas réel. Ça ne l'a jamais été. Samuel s'est penché en avant. Si tu la contactes à nouveau, si tu envoies un seul SMS de plus, si tu te montres une seule fois de plus, si tu prends une seule autre photo, nous montrerons ces carnets à tout le monde, ta famille, ton employeur, tous ceux que tu connais. Ils verront tous exactement ce que tu fais, exactement comment tu vis. Ajoute à cela, ai-je dit, ma voix ferme, fais-toi aider, de l'aide réelle, pas des thérapeutes inventés et des faux rapports. Mais laisse-moi tranquille, c'est la dernière fois que je le demande. J'ai arrêté l'enregistrement et je l'ai envoyé à chaque numéro depuis lequel il m'avait écrit, les 12. Puis Samuel et moi nous sommes assis sur mon canapé, avons éteint la plupart des lumières et avons attendu. Vers 20h30, j'ai vu des phares sur le parking en bas. Sa voiture, cette même voiture qu'il avait au lycée. Il s'est garé sur une place directement devant mon immeuble, juste sous le réverbère, où je pouvais le voir clairement depuis mon 3e étage. Et il est resté assis là, sans sortir, sans appeler, sans texter, juste assis sur son siège conducteur, regardant mon immeuble. Je l'ai observé. Samuel s'était endormi sur le canapé vers 22, épuisé par son service à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Toutes les quelques minutes, il consultait son téléphone, regardait l'écran, la lueur éclairant son visage, puis regardait à nouveau ma fenêtre comme s'il lisait quelque chose, comparait quelque chose, suivait sa chronologie. 1 heure a passé, puis 2. Il ne pleurait pas, ne rageait pas, ne frappait pas à la porte et n'appelait pas mon téléphone, il restait juste assis là comme s'il attendait que quelque chose de spécifique se produise, comme si l'histoire était censée continuer et qu'il était juste patient pour son prochain signal. 3 heures, 4 heures. Vers minuit, il a finalement démarré sa voiture. Mais il n'est pas parti tout de suite. Il est resté là, le moteur tournant, fixant toujours ma fenêtre. Je me tenais là, dans le noir, à le regarder d'en haut, et je pensais à ses carnets. À 2 ans de faux souvenirs, à 15 phases menant à un mariage qui n'arriverait jamais. Puis il a reculé lentement et est parti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Son vrai numéro cette fois, pas l'un des faux. Un dernier message. La phase 15 était censée être notre mariage. Tu as gâché la fin. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro. Et pour la première fois depuis qu'il s'était présenté sur les marches de mon appartement portant ce blouson d'étudiant, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer